Je vous invite aujourd'hui au château de Blandy-les-Tours. Nous sommes à 55 km au sud-est de Paris. Et je vous invite à découvrir ce château à l'architecture particulière, un château qui a traversé les siècles. De sa construction jusqu'à nos jours, il a connu de nombreux propriétaires. Un château qui a marqué l'histoire pour plusieurs raisons. Et chaque propriétaire a marqué aussi l'histoire de la Grande France. Je vous invite donc à découvrir aujourd'hui cette architecture spéciale, particulière, qui est celle de Blandy-les-Tours. Je vous invite à me suivre. Commençons la visite du château de Blandy-les-Tours par la cour intérieure. Au tout début des années 90, des opérations archéologiques ont été menées ici. Elles ont mis à jour une nécropole qui serait datée entre le 6e et le 10e siècle, attestant donc de la présence de personnes qui vivaient ici avant même la construction du château. Le manoir fortifié est composé d'une enceinte en demi-lune, entourée d'un fossé. Un plan assez atypique qui peut se rapprocher de ce qui se faisait au XIe et XIIe siècle. D'abord la tour carrée, qu'on appelle aussi la tour porte, puis la tour nord et tour de justice, qui sont des tours de défense. Enfin la tour maîtresse, actuellement en ruine, qui est une tour d'habitation. Intéressons-nous maintenant au manoir, ce manoir qui est derrière moi. Ces terres font partie du domaine seigneurial et en 1016, le roi de France Robert II le Pieux confie la seigneurie de Blandy au vicomte de Melun. Et c'est la famille des vicomtes de Melun qui va ordonner la construction de ce manoir. Premier manoir fortifié sur les terres de Blandy autour des années 1200. Environ un siècle plus tard, en 1316, le comte Jean Ier de Melun épouse Jeanne de Tancarville, l'unique héritière d'une riche famille normande. Cette union apporte au seigneur encore plus de prestige et de richesse. De nouveaux aménagements et campagnes de construction font donc doucement évoluer le premier manoir vers le château fort que nous connaissons aujourd'hui. La grande porte et un pont dormant, qui deviendra plus tard un pont-levis, sont installés à côté de la tour carrée et des logis sont construits tout le long de l'enceinte. Je vous invite maintenant à prendre de la hauteur. Nous sommes en haut du donjon du château. L'endroit est idéal, il surplombe une magnifique campagne. Essayons de nous projeter en 1370, en plein milieu de la guerre de 100 ans. Les Anglais viennent de débarquer à Calais, ils contournent Paris par le nord et ils redescendent par la Champagne pour remonter vers Paris à travers la Brie, la région où nous sommes actuellement. Afin d'éviter qu'un tel événement ne se reproduise à nouveau à l'avenir, Charles V ordonne aux seigneurs de la Brie de renforcer les défenses de leur château. Les vicomtes de Melun-Tancarville recevront ainsi 8000 livres des rois pour agrandir et améliorer leur château de Blandy. Ça correspond à peu près à 1,4 million d'euros d'aujourd'hui. Ainsi, l'enceinte du manoir fortifié est prolongée, dotée de 3 grosses tours, la tour des gardes, le donjon, où nous sommes actuellement, la tour des archives. Et c'est à ce moment-là uniquement que le terme de manoir disparaît totalement des archives pour être remplacé par celui de château. Je vous invite à présent à découvrir l'intérieur du château, notamment cette salle de l'auditoire qui accueillit un jour un événement majeur. Si vous voulez bien me suivre. Reprenons, si vous le voulez bien, notre voyage dans le temps. Je vous amène au XVIe siècle, à un moment où les travaux réalisés dans les châteaux concernent uniquement l'aspect esthétique et le confort. À cette époque, le château de Blandy devient un haut lieu du protestantisme grâce à sa propriétaire Jacqueline de Rohan. Il s'agit d'un endroit refuge. Elle accueille en 1572 le mariage, dans cette pièce, de Marie de Clèves et du prince de Condé. Toute l'aristocratie est réunie, y compris l'amiral de Coligny ou encore Henri de Navarre, qui deviendra plus tard Henri IV. D'ailleurs, nous célébrons cette année les 450 ans de ce mariage. Essayons ensemble d'imaginer le plaisir de cette fête, une noce grandiose dans cet endroit magnifique
ou peut-être que le futur Henri IV s'était assis sur ce cou-siège. En tous les cas, cette pièce porte encore en elle tout le plaisir de savoir recevoir, les bonnes cuisines, la belle ambiance, mais surtout un morceau de l'histoire de France. Après le décès de la dernière propriétaire du château, la duchesse de Nemours, le château est vendu au maréchal de Villars en 1707. Ayant acquis récemment le château de Vaux-le-Vicomte pour demeure, il transforme Blandy en ferme. Les bâtiments principaux sont conservés, mais les toitures des tours sont enlevées pour ôter au château sa symbolique féodale et être réutilisées pour restaurer les toitures de Vaux-le-Vicomte. En échange, une plaque de cheminée du château de Vaux-le-Vicomte est amenée ici. On voit d'ailleurs l'emblème de l'écureuil et sa devise « Conon ascendet ». Jusqu'où ne montera-t-il pas ? Finalement, le château commence à tomber en ruine jusqu'à son classement en 1889 comme monument historique. Ce n'est qu'en 1992, lors du rachat par le département de Seine-et-Marne pour le franc symbolique, que le château reprend sa véritable majesté. Il ouvre de nouveau ses portes au public en 2007. Et c'est sur ces images de paysages magnifiques que nous nous quittons à présent. Je vous remercie d'avoir suivi ce Via Antica. Je vous souhaite de parcourir les chemins de notre patrimoine avec la même passion que moi. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment à la visite de ce splendide château qui est celui de Blandy-les-Tours. À très bientôt, Ultreya.